Bonjour, chef Hassan. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Ça va tranquille, ça fait plaisir d'être avec nos amis belges, parce que la Belgique est aujourd'hui un pays que j'affectionne beaucoup, parce que je fais beaucoup de travail avec les Belges, surtout dans l'agroalimentaire. Et c'est un plaisir aussi, parce que je vois j'ai regardé un peu l'évolution du média Aloha News depuis toutes ces années, et que vous teniez le coup. Je pense qu'on se doit aussi d'être avec vous et de donner de la force de par notre partage et ces rendez-vous, ces réunions, ces entrevues. Pour commencer, je voulais simplement savoir qui étais-tu durant ton adolescence? Ça commence, je crois, par le premier pas quand j'ouvre la porte du troisième étage du 9 rue Yves-Farge dans le 93 et que je descends les escaliers entre les différentes odeurs, le toxico que tu crois sont en train de se piquer, en bas dans la rue quand t'arrives, le parking, les voitures, le petit bois à côté, et tu te dis, qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie? Ça a commencé par là l'histoire, par ce petit banlieusard du 93 à Paris, comme beaucoup d'autres, comme des millions d'autres, à se dire, qu'est-ce que je vais devenir quand la prof te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Mon premier rêve, c'était vétérinaire. Mais bon, aujourd'hui, j'affectionne les bêtes d'une autre manière. Je les cuisine et je les aime tout autant. Tellement je les aime, je les fais manger aux gens. Tu peux du voir. Et en fait, voilà, la vie, elle a commencé comme ça. Et puis une évolution très standard pour un banlieusard, parce qu'en fait, quand tu vis dans un modèle tu vois, dans un mode de vie, dans un monde, que ce soit la banlieue, la cité, on n'a pas eu la pire des enfances, hein, mais tu t'adaptes et tu penses, tu rentres dans une normalité. Mais dans cette normalité, c'est quoi en vérité? Nous, notre enfance, la jeunesse, c'était qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Donc c'est comme ça que ça débute. Tu grandis donc dans le 9-3, tu fais pas mal de trucs, que ce soit le rap, la cuisine, etc. Je voulais savoir, c'était quoi ta première passion? Faut savoir, moi, quand j'étais petit, t'as vu, on vivait en bâtiment, c'était pas grand et on n'avait pas le droit d'avoir de chien, parce que par dans l'appartement, on avait un chat qu'on gardait d'une dame chez qui ma mère elle faisait le ménage, Tommy. J'ai pas trop kiffé les chats, moi, dans ma vie. Je crois que je suis allergique pour ça. Après, j'ai une passion pour les poissons. Et j'avais un poisson qu'il sautait de l'aquarium. Il s'auto-suicidait à l'envers, tu vois. Alors moi, ce que je faisais, tout petit gamin, je dormais dans le canapé du salon et dès que je l'entendais sauter, je le ramassais et je le remettais. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à juste mettre un truc dessus. J'étais tellement pris de passion par les poissons, tout ce qui était poissons exotiques, les couleurs. Je pense que c'était aussi un peu une petite parabole à l'envie de liberté et puis cet amour de la nature aussi. C'était mes premières passions. J'ai une maîtresse, même mes grands frères et grandes sœurs, qui s'appelait Madame Le Calvez, qui nous a vraiment partagé cet amour de la nature, des animaux, bien qu'on vivait dans le 9-3. C'était ma première passion, donc vétérinaire. Après, le rêve, il s'est changé. La passion s'est changée. Je suis passé par le ménage, parce qu'en fait, je voulais vraiment faire kiffer ma mère en faisant le ménage à la maison, qu'elle soit fière de moi. Mes frérots, j'ai délaissé la serpillière vite fait. Hein. Et après, vraiment, j'ai compris que faire plaisir à l'autre, c'est lui donner à manger. Alors, j'ai commencé à cuisiner. Et puis, j'étais pris par cette passion. J'ai lutté pour pouvoir la vivre, parce que moi, issu d'une famille algérienne, nous, il faut avoir le bac, tu vois. Il faut aller jusqu'au bac. Mais moi, moi, je voulais être cuistot. Mon rêve, c'était ça. C'était d'être cuisinier. J'ai rendu fou tout le monde. Mais je suis quand même parti en session générale, en seconde sciences économiques et sociales, mais ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Et puis là, en même temps que la cuisine, j'avais 14 ans quand j'ai commencé la cuisine, en même temps, en fait, il y a eu cette petite passion de l'écriture. À la base, à 12 ans, moi, faut savoir, il y avait un grand du quartier qui nous emmenait pour pas traîner dans la cité, dans des studios de DJ. Mais cette pratique-là était très onéreuse. C'était 3000 francs la platine. Donc, je te passe les détails. Je crois même ils ont chiné tout le matériel dans le studio, les poteaux. Laisse tomber. Et il y avait un grand de la cité qui disait, nous, on est des pauvres. Et les pauvres, c'est le mic. Et on passe un message. C'était l'écriture à la base. Même la base du rap. Et j'avais une passion pour l'écriture. Et d'ailleurs, à l'école, je suivais vraiment les cours de français où je demandais tous les mots bizarres. Madame, ça veut dire quoi? Je le notais dans mon cahier et je rentrais chez moi, j'écrivais des textes. C'était vraiment cette passion qui était en parallèle de la cuisine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai commencé à aller travailler à Paris, alors moi j'ai galéré parce que c'était dur de trouver un patron.
Et j'avais un pote, un de mes meilleurs potes, Stojkovic, Nicolas Stojkovic. Le Yougo, il se connaît, tout le monde le connaît à la cité. Et il avait son beau-frère qui était cuistot. Et moi, je lui parle de ça et lui, il va faire ce truc-là. Il va faire la cuisine alors que ça, c'était pas le truc qu'il kiffait, hein. Mais il s'est dit, vas-y, au moins, le but, c'était d'avoir un taf. Tu sais, nous, c'était vraiment ça avant, c'est qu'est-ce que je vais devenir, frérot? Tu vois? Et après, il a réussi à me présenter au chef, Laurent Delcros, qui est toujours là avec moi, derrière moi. Et j'ai commencé. Mais alors, les allers-retours à Paris, c'était compliqué. Moi, j'habitais en banlieue. C'était quand même un petit parcours du combattant, 1 heure et demie pour aller jusqu'au boulot. Et nous, on faisait la coupure. La coupure, c'est à 15h quand le service du midi se finit. Tu reprends à 18h. Au départ, je faisais les allers-retours. Après, il y en avait marre. Et puis, les gens, ils kiffaient un peu mon écriture, ma façon de faire du rap et tout. Alors, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à Urban Music avec Visclo, qui était un mec super connu, qui a, je pense, qui a fait vraiment 80% à l'époque du travail sur le rap français et qui m'avait mis le pied à l'étrier. Et puis voilà, c'est parti. C'est-à-dire cuisinier, en même temps rappeur pendant la pause. Et puis au quartier, les gens aimaient bien. C'était une petite fierté. Moi, le but, c'était vraiment de passer un message. Moi, je suis de l'école Rockin' Squat, Assassin, tu vois vraiment 93, tout ça, Joe Star, Cool Chain. Mais toujours cette passion de la cuisine qui est là, qui m'a pas quitté. C'est-à-dire, moi, je m'en souviens, j'étais chef chez Giorgio Armani. J'avais le frère Osama Trahimallah qui venait me chercher en bas de Giorgio Armani aux Champs-Élysées. On allait au studio direct derrière. Donc, il y a toujours eu ce petit combat en moi de cette passion. Ton rêve de devenir cuisinier, j'ai l'impression que c'est un rêve différent de ce qu'on peut imaginer des rêves dans un quartier. On imagine les jeunes rêver de devenir musiciens ou footballeurs. En fait, tu sais, on est toujours dans ce, je sais pas si ça se dit, mais dans ce survivalisme. Tu vois, on essaie de survivre, on essaie de s'en sortir. Se dire, quand tu commences à grandir, tu commences à être ado. Nous, on est très précoce en banlieue. Tu sais, moi, après, j'ai appris à connaître les gens des autres classes sociales. Nous, on est très précoce. Nous, tu vois, on voyait presque pas nos pères. Moi, mon père, je le voyais que quand il rentrait du taf. Et c'était le patron, frérot. Dès qu'il rentrait, tu devais sortir de la salle à manger, c'était le journal de 20h, il mange, pas de bruit, tous au lit. Voilà. La première fois, je crois, j'ai vraiment parlé avec mon père, j'avais 20 piges, frérot. C'est quand j'ai voulu me marier. Donc aujourd'hui, nous, à l'époque, mes potes voulaient être pompiers, policiers. Tu sais, il y avait le gendarme et le voleur, comme on dit, tu vois, il y avait tous ces trucs-là. Astronautes, c'est des rêves de vrais petits-enfants. Mais après, le rêve s'est vraiment transformé en réalité. Parce que moi, j'en souviens, j'avais l'exemple de mes grands frères et grandes sœurs qui faisaient des études, qui ont fait des longues études, mais qui n'ont pas fini dans leurs branches dans lesquelles ils étaient partis. Sauf une, je crois, qui est biochimiste et qui a galéré, la pauvre. Donc, à un moment donné, tu te dis, oh, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire qui va m'assurer un avenir? Et nous, on avait le CFA de Villepinte. C'était très dur d'être pris là-bas. Quand tu es avec la bande de copains et que tu vas au collège le matin, que tu as l'autre qui dit, oh, Théma, une Renault 11, tu l'ouvres en lui mettant un coup de fesse, la porte, elle s'ouvre et tu peux voler le poste, ce qu'il y a dans la boîte à gants. Quand tu as l'autre qui est là, qui te dit, hey, tu sais quoi, il y a l'autre grand, je l'ai vu cacher tel truc dans tel étage, on va le prendre, on va le revendre au mec au collège. Quand tu as tous ces choix, toutes ces choses qui fusent, à la base, nous sommes juste des gens qui voulons nous en sortir. Nous, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est qu'à la base, on a grandi en voulant s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Je vais pas te mentir, on était heureux et je crois qu'on a vécu une des meilleures enfances qui existent au monde. Purée, j'avais mon pote Saktivel Soudira Velou, indien. J'avais la famille Haddad, juif, Laurent, Eric, Michael, les Nasri, tunisiens. Michael Louvier, paix à son âme, français. Laurent Grégoire, mon meilleur pote, qui déchirait tout au foot. Jafar Abdoulaye, Sidla, Mauritanien sénégalais. Purée, on était un melting pot, mon frérot. C'était la cosmopolitanie, comme il dit Saïd, là, à nous tout seuls. Et on était heureux, frérot. J'ai des souvenirs, moi, d'un petit brin de soleil, d'un petit oiseau qui chante à l'arbre à côté de la fenêtre. L'ambiance des matchs de foot, un ballon, on allait au terrain. Notre kiff, c'était une bouteille de Steph, de Rock Cola avec le hara, le perroquet. Moi, je vais pas te faire le mytho. Je vais pas te dire, on a une des meilleures enfances. Moi, aujourd'hui, quand je vois l'enfance, quand je vois mes gosses, ados, quand je vois les gosses, les enfants dans les quartiers, je suis triste pour eux. Parce que purée, on a eu une enfance où on voyait le monde. On avait ces odeurs d'herbe,
de fleurs, ces chants d'oiseaux. Moi, mes souvenirs d'enfance, c'est des chants d'oiseaux, un rayon de soleil. Le samedi matin, quand je me réveillais, c'était les petits sentiers qu'on prenait pour aller à l'école. Aujourd'hui, c'est quoi? Les petits vont à l'école, la tronche dans le portable. Moi-même, aujourd'hui, je suis victime de ça. Et aujourd'hui, je regarde, je me dis, purée. Alors, je te parle, j'ai mes gosses, pour qu'ils restent calmes, je leur ai mis un dessin animé dans le portable. On a eu une très belle enfance. Par contre, il y avait une réalité qui était une réalité financière. Où quand moi, je voulais acheter des Nike, frérot, on m'achetait des données. Tu vois? Je l'ai raconté à la fin dans un live. Je dis, moi, la première paire de Nike, j'avais des URH, je les ai achetés en économisant. Bon, pardonnez-moi, j'ai volé les stylos plumes de la classe. Mais il y avait cette réalité financière à un moment donné. Tu sais, qui a commencé. C'est surtout au collège que ça commence. Parce qu'au collège, c'est un peu mélangé. Tu as les gens des pavillons, les gens de la cité. Et tu vois que la fille ou le gars qui vient des pavillons, il a une paire de Nike, il a un beau blouson. Malheureusement, il y en a, ça part dans le racket. Moi, j'ai jamais été adepte de ces choses-là parce que je suis d'une famille où quand même on a des règles. Au contraire, moi, j'ai toujours protégé ceux qui se faisaient agresser. Mais on comprend que ce manque, cette frustration mène certains à faire n'importe quoi. Après, je n'ai pas été le plus gentil du monde non plus, hein, tu vois. Mais il y a cette réalité financière qui arrivait avec une mondialisation et un système qui a évolué où l'enfant, il veut se saper, il veut vivre, il veut être comme les autres, il veut de la reconnaissance. Et là, ça commence un peu à partir en vrille quand on commence au lycée. Dans ma génération. Aujourd'hui, je crois que ça commence même plus tôt. Quand est-ce que tu as senti que tu étais tout doucement en train de te faire aspirer par ton environnement? Alors, avant l'aspect financier dans les problèmes de quartier, il y a le problème social. Problème social qui est une répression d'un système qui ne nous comprend pas ou qui ne veut pas nous comprendre. Tu vois, après, ça me regarde pas parce que moi, je suis apolitique. C'est pas mon délire. On a essayé une époque où les premiers problèmes viennent des problèmes sociaux. Un contrôle qui tourne mal, un frérot qui se retrouve en prison et qu'on comprend pas, et une méconnaissance de l'un et de l'autre. Et là, c'est les premiers chocs frontaux avec les problèmes de la vie de banlieusard. Ça commence par un flic qui fait un mauvais contrôle ou qui parle mal, un ami qui est un peu emmené de force ou ça part en émeute. C'est très vite, ça démarre très vite chez nous. On l'a vécu, on l'a fait. Et ensuite, on va dire le problème économique ramène à ces problèmes aussi. Parce que ça peut être un gars qui a volé un poste, un gars qui a volé un truc dans le balcon de l'autre, tu vois, un gars qui vend un peu de drogue, donc ça part de là, parce que les policiers viennent par rapport à ça, et des fois se trompent et s'en prennent aux mauvaises personnes. Et c'est souvent là où ça démarre et ça part mal. Donc en fait, c'est le problème social, économique, mais vraiment l'économie, c'est quand tu as envie de vivre comme les autres. C'est vraiment quand tu te dis, nous on a un truc où on ne demande pas. On a demandé étant enfant aux parents, mais arrive à un certain âge, on ne demande pas. Parce que tu vois que ta mère est galère, que ton père est galère, que la vie elle est pas si simple pour eux. Tu essaies de créer ta propre économie. Après, tu as différents types, différents profils, différentes personnalités dans un quartier. Tu vas voir les leaders, tu vas voir le mâle alpha, comme on dit dans la meute. Tu vas voir le suiveur, tu vas voir le manipulateur, le manipulé, le menteur, le mec cool, le mec bien. Et ils sont majoritaires, heureusement. Parce qu'on va pas tout rendre cliché. Ouais, c'est que non, nous on était une majeure minorité à traîner dans le hall et à faire les bêtises. Parce que la majorité faisait des études, ils partaient, il y en a, ils voyageaient. Moi, j'ai des potes, ils allaient au Texas. J'ai des potes, ils travaillaient à Paris, ils faisaient des écoles, ils allaient à la fac, frérot. C'était beaucoup aussi les jeunes filles issues de chez nous qui allaient beaucoup à l'école. Mais nous, on était une majeure minorité. Moi, j'appelle toujours ça la majeure minorité, parce que c'est nous qui faisons le plus de bruit. C'est nous qu'on pointait le plus du doigt. Mais derrière ça, le problème économique, il est arrivé, frérot. Je te dis un truc tout bête. Tu veux monter à Paname, il fallait payer le ticket. Nous, on fraudait. Fraudait, amende, payait amende, ça grossissait. Et là, on avait les premiers problèmes économiques. Où déjà, pour se déplacer, c'était compliqué. Il n'y avait pas encore tout ce truc de manger. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a la culture de
Moi, je vois les potos, on va acheter des pâtisseries chez Michalak à 15 €. Je veux manger un grec, je veux manger un truc. Donc, les petits, aujourd'hui, tu vois, quand tu commences, c'est ça. Mais après, voilà, après, il y a le petit vol. On va voler des tablettes de chocolat, on va voler une oasis. Mais le problème économique, il arrive vraiment, je pense, à l'adolescence, quand tu as envie de t'habiller et d'exister. Où il y a eu la grande mode Lacoste, qui perdure encore. Où il fallait acheter son survêt Lacoste, qui était à 800 francs, frérot. 800 francs, c'était quelque chose. 800 francs, tu les as pas comme ça. Moi, j'ai eu le bonheur que ce soit mon grand frère, je crois qu'il me l'avait acheté quand je suis rentré en 6e. Tout le monde n'avait pas de grand frère. Mais bon, t'as un Lacoste, t'en veux un deuxième. Tu vois, le grand frère, c'est pas une banque. Donc voilà, pour moi, c'est dans l'envie d'exister que démarrent les problèmes économiques. Et il y en a plus que d'autres qui ont besoin d'argent pour aider leur propre famille. Les mères solo, les pères qui ont des problèmes, que ce soit psychologiques, de santé, ou bien d'alcool même, parce que ça existe beaucoup, c'était beaucoup à notre époque. Et ben l'enfant, ben, il est là, il doit tenir la baraque, il doit participer. Tu as parlé des femmes qui faisaient des études. Moi, je voulais te poser la question, quelle était la place des femmes dans ton environnement? Car quand on imagine la cité, on a toujours ce cliché de se dire qu'il n'y a que des jeunes hommes. Alors qu'il y a des mères de famille, des pères de famille, des papis, des mamies, des femmes, des filles dans une cité. Bien sûr. Non, comme je t'ai dit, toujours les gens vont se cibler sur la majeure minorité. Ceux qui font plus de raffus et ceux qui sont le meilleur charbon à mettre dans la locomotive pour faire marcher tout un système. Comme on dit, la misère est le plus grand fonds de commerce pour certains. Tu vois, la femme, chez nous, c'est la fierté. La sœur, c'est la fierté. Moi, dans ma famille, c'est de la fierté. Dans le quartier, c'est une fierté. C'est pour ça que même on veut pas qu'on manque de respect à nos sœurs. Tu sais, les mamans, c'est une fierté. Ouais, elles avaient pas les plus beaux jobs. Ouais, moi, ma mère, elle sortait les poubelles. Ouais, moi, ma mère, elle faisait le ménage chez le dentiste. Elle faisait le repassage pour gagner sa vie. Mais purée, c'est la reine, mon frère. Ouais, nos sœurs, quand leurs frères avaient des galères, c'était les premières à être en bas. Moi, je vais te dire un truc qui m'a marqué. C'est malheureux. Mais c'est qui les premières quand il y a une fusillade à la cité? Vas-y, vous qui regardez là, c'est pas une gloire, mais ceux qui ont vécu ces trucs-là. C'est qui les premières qui sont en bas, en train de se renseigner? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mamans et c'est les sœurs. C'est les mamans et c'est les sœurs qui sont là. C'est eux qui participent à toute la vie organisée d'une banlieue, d'un quartier dans une cité. On fait quoi? Nous, on est des hommes, frère. On pense à notre poire. On essaie de se développer, d'avancer. On a d'autres trucs. Après, tu deviens papa. Tu vis toujours dans le quartier. Tu vas chercher la maille. Mais c'est qui? Il y a un problème, c'est qui est là? C'est qui est à l'hôpital près des jeunes? C'est qui quand un enfant est en prison? C'est qui aussi quand un enfant réussit? C'est nos sœurs et c'est nos mères, frère. Tu as parlé de l'envie d'exister dans un quartier. À quel moment on le ressent, ça? Quand tu sais, comme ils appellent ça, il y a la crise d'identité. Tu vois, on a tout vécu d'un coup. Combo, crise d'identité, crise d'adolescence, crise économique. Boum, boum, boum. On s'est mangé un perfect combo. Et en fait, à un moment donné, t'es là, et, saute pas. J'ai entendu crier, moi, saute pas, on est là. Attends qu'on finisse. Hein? Niki te fera les premiers secours. Non, je rigole. Je sais pas, j'ai entendu crier, excusez-moi. En fait, je pense que c'est quand une personne te sollicite dans un type de personnalité, c'est-à-dire quelqu'un va venir et dire, hey, toi, en fait, t'es un mec marrant. Tu vas faire quoi? Tu vas persévérer et te développer dans ton humour. Un autre, ah, toi, t'es un gosse beau. Et ben, le matin, tu vas te perfectionner dans ta pecou devant la glace. Et toi, t'es un ouf. Et ben, tu vas devenir encore plus ouf. Tu vois? Et ben là, c'était le petit, moi, j'étais un des plus jeunes rappeurs de ma génération, tu vois, c'était vraiment jeune. J'avais sorti le premier disque, j'avais 17 ans, moi. Tu vois, c'était vraiment petit. Donc, les gens, j'étais un peu le petit jeune qui écrivait bien. Et de là, ben, j'ai eu cette personnalité de mec, voilà. Mais, en même temps, mec de la rue. Chez nous, c'était très important avant la crédibilité. D'être ce que tu dis et d'être ce que tu es vraiment. Avant, tu pouvais pas venir raconter n'importe quoi. Et même dans la rue. C'était pas tout le monde qui pouvait
traîner avec certaines personnes. C'était pas tout le monde qui pouvait marcher dans certains endroits. C'était pas tout le monde qui pouvait faire certaines choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails. C'était beaucoup comme ça avant. Aujourd'hui, c'est un peu tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Avec le réseau social, si tu veux prendre ton téléphone maintenant, me dire, écoutez, voilà, je suis le plus grand funambuliste du monde, les gens, ils vont te croire, frérot, même si t'as jamais marché sur un fil. Et là, c'était un peu plus complexe à notre époque. Mais cette envie d'exister, tu sais, moi, des fois, j'y pense en analysant des potes à moi. J'ai des potes qui étaient vraiment gentils. Et des fois, je me disais, mais à quel moment il y a eu un petit bug dans la matrice, le chat noir qui marchait, qui est revenu, tu vois, à la Matrix. J'ai dit, c'est où qu'il y a eu ce bug, tu vois? Mais en fait, c'était juste une envie d'exister. C'est juste une envie, ton pote, tu veux dire, je suis là pour toi, mon frérot. Nous, ce qui est grandiose, hein, tu vois, et même si aujourd'hui, non, mais c'est fini, les gens, ils s'en foutent. Non, c'est faux. Il y a toujours une solidarité. Je l'ai vu hier. Je le vois encore, moi, quand je parlais avec les mecs de chez moi ou avec des jeunes de toutes les banlieues ou d'ailleurs. Il y a encore cette solidarité qui fait qu'on se ressemble, on essaye. Après, il y aura des hicks à un moment donné, dans des choix de vie, dans des confrontations, dans des compétitions, où il y a des choses qui vont partir en vrille. Comment on passe d'un gars qui est fasciné par un poisson dans un aquarium à un rappeur avec des mots crus et un vécu qui va avec? Tu sais, moi, je dis toujours, les bandits m'ont appris à dire je t'aime. Tu sais, c'est un peu ce paradoxe. Et je te jure que c'est vrai. Des bandits, des très gros bandits. Ah, je t'aime, toi. Oh purée. C'est un délire, tu vois, quand même. Celui qui va être d'un extrême à un autre, ça doit être un problème d'hypersensibilité qui t'emmène à ça. Ça veut dire que tu peux être aussi hypersensible envers un poisson que hypersensible envers un mec qui t'a mal parlé, que t'es prêt à allumer. C'est bête, mais c'est une histoire de sentiment, de ressentiment. Moi, toujours, je disais à l'époque, super cool, super calme, super dangereux. Parce que tu peux être le meilleur du monde et le pire du monde. Si tu n'arrives pas à trouver cette jauge que moi, aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai réussi à trouver, c'est cette jauge du juste milieu à dire, à stopper au moment où il faut stopper. À donner sans attendre en retour, mais en ne donnant pas trop, parce que tu sais que si tu donnes trop à quelqu'un et qui te déçoit, la passion risque de prendre le dessus. L'amour passionnel. Et je pense, et tu sais, j'ai pas honte de le dire, j'ai découvert ça, l'hypersensibilité, qu'un artiste de chez vous, que je ne connaissais pas. Je sais pas pourquoi je suis tombé sur une vidéo, un artiste qui avait fait l'analyse, qui a parlé d'un livre qui m'a beaucoup aidé, moi, de comprendre l'hypersensibilité. C'est Isha, je crois, ça s'appelle. J'ai beaucoup aimé, je l'ai vu je sais même pas comment je suis tombé dessus, je connaissais pas. Et ça a commencé à parler de ce sujet, je dis, purée, mais merde, tout ce qu'il dit, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Et il y en a beaucoup. Et c'est ça qui mène à la dépression, qui mène à beaucoup de choses, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, ce passage, parce que je me suis posé cette question, mais je me suis posé cette question très tardivement, parce que quand tu es dans le vif du sujet, tu es dans ton film de ta vie, parce que c'est Il était une fois, et après tu suis ton parcours de chemin, tu peux passer, moi à l'époque, je pouvais être le père qui aime le plus son fils, mais derrière qui pouvait faire le plus gros mal à quelqu'un. Et à un moment donné, tu prends du recul et tu dis, mais pourquoi? Le pourquoi du comment? D'où ça vient? Comment moi, le petit gars qui faisait du volleyball à l'UNSS avec mon pote Fat Boulamani, je me retrouve en cellule pour une double tentative de meurtre? Comment moi, ce mec qui a reçu une des meilleures éducations du monde par des parents les plus aimants et les plus respectueux du système dans lequel ils vivent, j'ai fini par vendre de la drogue? Où j'en voulais au monde, où j'étais prêt à mourir ou à tuer, frère. C'est là où, tu vois, le summum, il arrive. C'est quand tu vois nos petits frères aujourd'hui, et nous, moi, je me mets dedans. Moi, j'arrive pas quand quelqu'un me parle, ouais, mais les petits aujourd'hui, parce que je me dis, merde, je crois qu'il m'a pas connu celui-là quand j'étais petit. Parce que j'en avais rien à faire. Tu sais, des fois, je me vois en avant, je dis, mais non, c'était pas moi, c'est impossible. Comment j'ai pu être aussi insouciant? Tu sais, cette insouciance. Est-ce que tu sais c'est quoi les dégâts que font une arme, mon frère?
Est-ce que tu sais c'est quoi de voir la mère de ton ami d'enfance pleurer parce que toi, tu lui as fait du mal, mon frère? Tu te dis, mais comment on est arrivé là? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mauvaise gestion des émotions, mon frère. Wallah, c'est une mauvaise gestion des émotions, mon gars. Comment ton meilleur ami d'enfance, tu peux arriver à lui foutre une balle dans la tête, frère? Comment ton meilleur ami d'enfance, tu peux arriver à imaginer des scénarios que même Spielberg ne pourrait pas imaginer pour lui faire du mal. C'est une mauvaise gestion des émotions. On se parle pas. On ne parle pas. On ne cherche pas les solutions. Et il y a tellement un déni. Et puis, tu sais, moi, cette parole qu'aujourd'hui on entend de plus en plus qui existe de... mais ça sert plus à rien, les petits. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Moi, ce qui m'a sauvé, c'est des paroles d'un grand frérot qui m'a dit et qui m'ont aidé 5 ans après, frère. Parle à ton frère. Parle à ta sœur. Parle à ton ami. Parle même à l'inconnu dans le train qui te regarde bizarre, frère. Regarde-moi aujourd'hui, frérot. Je suis pas le profil qui est le plus aimé en Europe. Mais je parle et j'échange pour vous dire, regardez. Et moi, ça, c'est beaucoup pris des anglo-saxons et des américains. Ils parlent. Hey, alhamdoulilah, je suis musulman, j'ai une beubare, je suis pas un ouf. On n'est pas extrémiste, si ce n'est dans le bien et dans l'amour du prochain. Mais il faut parler. Maître Yoda le disait dans Star Wars. Ce qui ramène à la haine, c'est la méconnaissance de l'autre. Et je te jure, je sais plus dans quel épisode, mais je l'ai vu. Et c'est ça la réalité. Pas connaître l'autre, ne pas se dire les choses. Ça peut être dans ton couple avec ta femme. Ça peut être avec ton fils. Et avant ça, c'est passé avec ton meilleur pote. Parce qu'il t'a blessé. Mais une blessure, ça se soigne. Mais un mort, ça s'enterre. Alors, essayons de soigner les blessures avant que ça continue. Je suis pas utopiste. Mais je te jure que si on se parlait un peu plus, on pourrait vraiment soigner ce paradoxe et ces extrêmes. Parce qu'on est les plus cool. À la base, plus solidaires à la base. Tu sais, moi, quand je connais différents rangs sociaux, je peux te dire que purée, qu'est-ce qu'on est des gens bien. Parce que nous, on aime porter les courses des petites vieilles. Nous, demain, Niki, tu me dis, ouais, j'ai une galère, je vais voir comment je vais pouvoir t'aider. C'est des choses qui nous restent. Mais par contre, quand on nous trahit, ça fait mal, c'est dur, alors c'est compliqué à gérer les émotions. Donc prenons du recul et je pense que peut-être dans nos quartiers, il faudrait plus de discours, plus de paroles, plus d'échanges, plus peut-être de gestion des émotions. Il y a des coachs de vie, des trucs comme ça. Il faut des coachs d'émotions. Il faut pas avoir honte. Il faut l'expliquer au petit. Il faut lui mettre des trucs. Moi, demain, j'en parle, moi, au petit. Bon, moi, petit. Regarde, ouais, mais lâche-toi à l'époque aussi. Ouais, j'ai fait pourquoi j'ai déconné, pourquoi j'ai pris une arme, pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'ai pas géré mes émotions. Parce que j'ai pas su, à un moment donné, j'étais là, je dis non. Oh. Tu parles de la gestion des émotions. Moi, je veux aborder une thématique un peu transversale à ça. C'est la culture de la bédave dans les quartiers, qui vient finalement combler un espèce de manque des gestions des émotions. Certains témoignent que finalement ça les déstabilise et qu'ils n'ont plus de rapport objectif au monde avec la bédave. Déjà, il faut savoir que c'est une drogue, donc c'est addictif. C'est addictif. C'est un addictif psychologique, ils disent plus les médecins, mais c'est aussi physique, parce que quand ça touche la psycho, ça devient physique. Parce que comme tu as dit, le matin, tu peux pas démarrer. Moi, je viens de tomber accro au café, frérot, à 39 ans. Tu te rends compte, à 39 piges, frère. Je me rends compte, alhamdoulilah, je sais que Dieu me préserve. Jamais touché l'alcool, jamais fumé, jamais. J'ai fait des conneries, voilà. Mais, jamais fumé, jamais vu l'utilité, mais j'ai traîné qu'avec ça. J'étais un fumeur passif, parce que je traînais dans les halls où ça bédavait, ou dans les voitures où ça bédavait. Et je le sais, ça. Je sais que j'étais un fumeur passif, parce que quand j'ai arrêté de traîner dans ce monde-là, j'ai vu que mon champ de vision s'élargissait. Pour moi, c'est le plus grand antidépresseur consommé par la population des quartiers. On sait qu'aujourd'hui, il y a la cocaïne qui s'est popularisée, mais la bédave reste le plus grand antidépresseur. Illégal, mauvais, parce qu'il faut savoir que la drogue n'a pas le même effet sur chacun. Il y a un mec qui va fumer que ça va rien lui faire. Il y a un autre, ça va le faire disjoncter. Mais vraiment, moi j'en ai vu.
qu'on finit à l'asile, qu'on finit chez les fous. Parce que c'était trop pour eux à un moment donné. Et ce problème de cette culture, c'est un anesthésiant social. Tu sais, moi je dis toujours, on arrive à trouver un immigré caché dans un pare-choc. On n'arrive pas à péter des tonnes de drogue. Ça, c'est un sujet, moi, personnellement, où je ne m'attarde plus parce que ça serait mettre des coups d'épée dans l'eau. La seule chose que je peux faire, c'est dire à mon petit frère, ma petite sœur, éloigne-toi, ne commence pas. Ton premier antidépresseur doit être, encore comme on a dit tout à l'heure, la gestion des émotions. C'est très dur. C'est très dur, frérot. L'hypersensibilité te mène à la dépression. Moi, à 11 ans, à l'âge de 11 ans, je crois que je faisais des crises d'angoisse, frérot. Je sais pas d'où c'est venu, mon poteau. J'étais là, je finis chez un médecin. C'est enfoiré, frérot. Tu sais, c'est à quel âge j'ai su que le médicament qu'il me donnait, c'était un médicament de malade, frère. Le Vératran, prenez pas ce médicament, le Vératran, les gars. Voilà, à l'âge de 11 ans. Je m'en souviens même, ma première peine de prison, je savais qu'ils allaient venir m'attraper les keufs le matin. J'avais pris des petits cachets, je les avais cachés dans mon jeans, parce que je me dis, je vais pas supporter, il me faudra ce médicament. Et je te jure, j'en ai pas pris un. Parce que je me suis fait un travail mental. À me dire, si demain t'es dépendant de ça, t'es mort, frérot. Et c'est en 2012, moi je flippais de l'avion. Et moi, tu me disais, va me chercher à l'aéroport, j'y allais pas. Je vais voir le médecin, je dis, ouais, j'ai envie de prendre l'avion, j'ai envie d'aller voir mon bled, j'ai envie de découvrir mon pays, j'ai envie d'aller m'installer dans mon bled, en Algérie. Je vais voir le médecin, je dis, hey, moi j'ai peur de l'avion, il y a mon médecin, depuis que je suis petit, me donne un médicament pour la gestion de l'angoisse, là, ça s'appelle comme ça. Il me dit, je connais pas, ils ont un lexique, là, dans l'ordinateur, là. Il me dit, mais c'est impossible, tu vous as donné ça à 11 ans. Je dis, pourquoi? Il me dit, c'est un médicament qu'on donne aux alcooliques anonymes. Je dis, comment ça? Il me dit, vous êtes malade ou quoi? Et je te jure, wallah, que tous les effets secondaires qu'il me disait, je les ai vécus, frérot. Nerveux, cauchemar, angoisse décuplée. Après, il m'a donné un petit truc homéopathique. Je dis, vas-y, je le mets dans la chopeau. Je vais à l'aéroport. Je vois une petite blonde, je vois des petits enfants. Je dis, comment eux, ils ont pas peur de l'avion? Moi, j'ai peur de l'avion. Bonhomme ou pas bonhomme, 9-3 ou pas? Hein? Je suis monté, voilà. Bon, je stresse, mais je prends rien. Et en fait, c'est une histoire de gestion d'angoisse. Ce système, il est... Tu sais, moi, ça fait 12 ans maintenant que je vis en Afrique. Hein. Je vis au Maghreb. Et j'analyse les gens. J'analyse les gens, une population très pauvre, mais beaucoup plus heureuse. Hier soir, j'avais un rendez-vous la nuit à Paris et j'analysais les gens. C'est mes purées. Comment le pauvre Africain vit beaucoup mieux, je me mesure dans les mots. Quand je dis le pauvre Africain, je parle au Maghreb, le mec qui travaille le matin, qui arrive à s'en sortir un peu et qui rêve quand même d'une vie meilleure en Occident. Comment il vit beaucoup mieux que ces deux gars qui étaient en train de se taper dessus à Barbès-Rochechouart. Eh, j'ai vu au moins 5 bagarres hier, mon frère. Et je te jure, j'ai parlé qu'à Patawa, mec m'a cité. Et je lui dis, eh frérot, je me sens en insécurité, mon pote. Je vis en Afrique, mais là, en ce franc, je me sens en insécurité. Je me dis, ouf, à tout moment, il va me sauter sur la gova. Et tu vois, c'est un truc de ouf quand même. Ouais, mais comment, mon frère? Je me dis, purée, c'est relou. Quand j'ai insécurité, en fait, c'est une peur de refaire surgir les vieux démons. Moi, je suis dans cette peur. Aujourd'hui, une des plus grosses épreuves pour moi, c'est ça. Et ceux qui me connaissent le savent. C'est que chacun a ses épreuves dans la vie, chacun a ses défauts, chacun a ses petits péchés mignons, comme on dit. Et moi, une des plus grosses épreuves, c'est ça, c'est l'énervement. Alors à chaque fois, t'es là. Et j'espère mourir le plus zen du monde et le plus gentil du monde. Après, je me suis fait un travail sur moi-même. Aujourd'hui, on arrive à un certain âge. C'est pas un mec qui va venir, il va m'insulter, je vais me casser la tête avec lui, tu vois. Ah, vas-y, salut mon pote, tu vois. Ah, t'as raison, t'es le meilleur, t'es le plus fort du monde. Parce que faire du mal, c'est simple. Mais faire le bien, non. Le plus fort, c'est celui qui se contrôle dans sa colère, frérot. Là, c'est un vrai combat. Donc aujourd'hui, c'est, pour revenir, tu vois, à ce que tu disais, la bédave, malheureusement, c'est devenu une alternative à l'antidépresseur. Où malheureusement, les gens pensent que c'est kiffant. Ouah, truc de ouf. Ouah, t'es marre.
Ah, je sais plus quand, le filtré, maintenant ils disent que je vais au Maroc, hein, j'entends ce qui se passe. Mais t'as envie de dire, frérot, voilà que c'est le début de ta descente aux enfers. Et il y en a qui le reconnaissent. Arrive à un moment, il y en a qui le reconnaissent. Là, il y a le Ramadan qui arrive, là, il y en a qui vont le reconnaître. Et là, ils se disent, purée, c'est de la merde, en fait. Comment moi, je peux dépendre de ça? Il y en a qui ont quand ils arrêtent, ils ont un caractère et un comportement qui est dû à ça, à ce manque. Très nerveux, très parano. Une des choses, moi, que j'ai vues, c'est la paranoïa. Où t'as des amis, des potes, de la famille. Ils rentrent dans une parano. Why? Un pote, il disait, j'ai le KGB dans le KGB. Non, voilà, frérot, ça part très loin. Tu vois, je souhaite tout le bonheur du monde et les soins, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais c'était une grande leçon de vie, moi, pour moi. Parce qu'il n'y a pas de petite drogue. Il n'y a pas de drogue douce, de trucs. Soit l'alcool ou quoi, il n'y a pas. Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi. Que tu sois juif, musulman, chrétien, ce que tu veux, éloigne-toi de ça. T'as un corps, prends-en soin. Tu auras une belle ligne comme moi. T'étais connu sous le nom de Larsen en tant que rappeur. Quelle est l'expérience que tu tires et quel est ton constat dans l'envers du décor du rap? Bien sûr. Je vais te commencer par l'envers du décor. Et ensuite, on va finir sur du positif, parce que moi, aujourd'hui, je me suis donné une ligne de conduite, c'est le positif. L'envers du décor, c'est quoi? En vrai, le rap, c'est une des seules activités qui te lie vraiment à la rue, car tu n'es qu'un des haut-parleurs de l'écho de la voix des halls. Tu n'es qu'un ghetto reporter. Tu n'es qu'un narrateur de ta vie. Tu es le premier lien avec le ghetto, la misère psychologique, physique, sociale, économique, direct. C'est comme un reporter de guerre, ou bien comme un guerrier en temps de guerre avec les moments durs qu'on vit. Donc tu seras toujours plus ciblé qu'un footballeur qui réussit issu d'un quartier, toujours plus ciblé et jalousé qu'un basketteur, qu'un acteur, que n'importe quelle autre discipline ou réussite issue des quartiers. Parce que la jalousie existe dans tous les domaines. Mais le rappeur est le lien direct. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que le rappeur, on est avec lui. Parce qu'il nous représente directement. Actuellement, pour moi, c'est plus du rap. Il m'arrive de lire, ou bien on m'envoie, ou là j'entends des trucs. Je m'en fous du rap. Moi je le dis, j'ai pas honte de le dire. Frérot, et moi je vous le dis, tous ceux qui me regardent, ils me connaissent, hein, il y en a beaucoup. Pour moi, c'est un milieu tellement fake. C'est comme un keuf qui veut être un bon keuf, qui au final se fera happer par la mauvaise vibe des keufs et qui deviendra un pourri, ou qui démissionnera, ou qui finira mal, ou qui se suicidera. La parabole est un peu bizarre, parce que le rappeur est tout le contraire d'un keuf, mais je te promets que c'est un peu le même truc. T'es là en bas de ta cité, tu écris, tu représentes un quartier. Ensuite, tu représentes une ville. Ensuite, tu représentes un département. Ensuite, tu représentes une région. Ensuite, tu représentes un pays. Au même titre que ceux qui te portent augmentent, au même titre, ceux qui veulent te descendre augmentent. Le problème, c'est qu'on est toujours dans cette majeure minorité qui finit par l'emporter. Qui sont les trucs négatifs. Maintenant, moi, ma conviction personnelle, et pour l'avoir vécu, le rap ne ramène rien de bien. Tu kiffes écrire, fais du slam ou fais des poésies, il n'y a pas de problème. Mais ce rap, en plus, vers l'actualité, et je ne m'attaque pas aux rappeurs. Moi, je m'attaque à personne, parce qu'en vérité, je ne vais pas dire je m'en fous, mais frérot, quand un rappeur vient, te pose sur ton bureau une chanson où il fait l'apologie à tout la destruction d'une humanité, frérot. Ah ouais, mon gros, je sais pas, tu vis quoi chez toi, ou tu dors où, mon frérot, ou comment t'arrives à regarder tes gosses.
Je sais pas si tu leur faut des petits cornes de diablotin quand tu rentres chez Watt, mais il n'y a pas besoin d'être musulman ou chrétien ou fèche pour comprendre que, non les gars, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Comment aujourd'hui vous pouvez cautionner de tourner ça, les gars, vous n'êtes pas des gosses, vous n'êtes pas une femme, on n'est pas dans le cinéma. Le cinéma, c'est autre chose. Le cinéma, on sait que c'est un rôle, que c'est une histoire qui est jouée. Tu vois, c'est pas le même rapport. Alors maintenant, on va rentrer dans l'envers du décor qui va se développer autour de ce personnage. Donc cet envers du décor que va vivre l'artiste, qui va être une descente aux enfers pour lui, parce que personne ne comprend et personne n'est dans la tête et dans le cœur d'un être humain. Parce que l'artiste restera un être humain, que tu le veuilles ou non. Et cet envers du décor va venir sur 100% de personnes. Tu vas avoir d'abord des proches qui vont, tu vas être à eux. Tu vois, ils vont t'es à nous, frérot. Ils vont même kiffer plus quand t'es underground que quand tu vas te développer. C'est ta première base fan, on va dire. Ça peut être la famille, ça peut être le voisin, ça peut être la bande. Ensuite, ça se décuple. Maintenant, avec Internet, c'est de la folie, parce que du jour au lendemain, tu peux... Waouh! Mais ça, c'est des carrières très éphémères en général, tu vois. C'est comme à l'époque, un single qui réussissait, on n'entend plus parler. Tu vois, si je te dis pas tout de suite ou tu vois pas un article, tu sauras même plus qu'ils existent, ces gens-là. Et alors, derrière ça, il y a le type de personnalité encore que tu es. Est-ce que t'es un vrai? Est-ce que t'es un mec qui a mangé du bitume, qui a traîné dans le hall, qui a des ennemis? Parce que t'as pas que des amis quand t'es un mec de la rue. Ou bien est-ce que t'es juste un mec qui raconte, qui est sur le côté, qui est gentil? Ou bien est-ce que tu es le philosophe de la street? Tu vas essayer de dire que des belles choses, des choses bien dites et tout ça? Ou bien est-ce que tu es le mec festif? Moi, je vais te parler, je vais te cibler de ce que j'ai été moi, par exemple. Le rappeur engagé, revendiquant la rue, qui veut s'en sortir, qui dénonce les inégalités et qui fait l'apologie du gangstérisme. Eh, tu crois que j'allais aller où au final, mon frérot? Donc ça, je veux dire aux rappeurs, parce que, ouais, il y a l'envers du décor. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a, tu sais, des fois, il y a de la haine gratuite, frérot. Il y a des gens, ils te connaissent pas juste par rapport à travers ta musique, ils pensent que tu es cette personne-là. Mais c'est normal qu'ils pensent ça. Mais ils ont une vraie haine contre toi, frérot. Moi, j'en ai plein qui sont venus. Ah, je t'aime bien aujourd'hui, mais avant, qu'est-ce que je te haïssais? Purée, j'étais le même mec, les gars. Juste, je disais des choses qui étaient mal comprises. Je m'exprimais mal. De toute façon, de ce monde-là, on peut pas espérer quelque chose de bien qui en découle. Et aujourd'hui, pour synthétiser la vraie peine de cet envers du décor, c'est que tu vois ces premiers qui t'ont pris dans leurs bras, qui t'ont chouchouté, ils sont tristes de te perdre. Ils ont la rage de te perdre. Et il y a une haine incommensurable de te perdre quand tu deviens quelqu'un qui est connu, qui a une certaine envergure, qui gagne de l'argent, tu n'es plus en galère. Je sais pas d'où ça vient. Sincèrement, même moi, des fois, je me suis posé la question. Des mecs que j'ai aidés, mon frère. Des mecs que j'ai aidés dans tous les sens. Je me suis dit, mais comment toi, tu peux me tourner le dos, frère? L'autre jour, je lisais une parole qui disait, un ami qui n'est plus un ami n'a jamais été un ami. Un frérot qui se disait être frérot, en réalité, c'était pas ton frère. Et comment tu le détectes, ça, quand toi, t'es un mec sincère? Quand toi, t'es un mec qui veut faire les choses sincères. On n'est pas parfait. Sincérité ne veut pas dire parfait. Sincérité ne veut pas dire parfait. Ça veut pas dire j'étais sincère, j'étais un mec parfait. Non, frère, j'ai fait 1 million d'erreurs. Je déconne. Je pensais maîtriser des trucs que je maîtrisais pas, mon gros. Mais il suffit que tu flanches et que ce soit un de tes meilleurs amis qui prend le pic et qui le lance au yen, ça va ricaner partout, mon frère. Et là, tu vas rester qu'une charogne, mon frère. Et c'est dur à vivre. Et cet envers du décor-là, personne n'en parle. Les gens se mettent dans leur coin et c'est les hyènes qui ricanent. Et en réalité, même le supporter d'un jour, eh ben lui, il peut se retourner contre toi. Parce que même s'il t'aimait bien, en France, on est les champions du... Ah, ça fait du bien de parler sur l'autre. Je t'avais dit, je cachais quelque chose, celui-là. Il y avait un truc chelou. J'avais entendu. Tu te souviens pas à la dernière interview quand il a regardé à gauche là-bas? Tu te souviens pas de... Hey, on est les champions de ça en France. Moi, je suis triste et je demande à mon créateur de me pardonner parce que j'étais un des instigateurs du gangsta rap à la française. On était jeunes, on a fait des bêtises. Et quand moi, je vois certains rappeurs qui me rappent mes textes, qui sont super connus aujourd'hui, et bon, aujourd'hui, j'espère mourir dans le bon conseil et la positivité. Et là, je vais te parler du côté positif de tout ce que j'ai vécu dans ce domaine qui m'aide, moi, aujourd'hui. Dans mon personnage de chef Hassan, chef cuisinier international. Ça fait chelou de dire ça parce que c'est pas dans le Peura que j'aurais été à Miami, mon gros, hein. Mais aujourd'hui, voilà. Et c'est quoi? C'est ce modèle de développement artistique que j'ai fait dans le rap contre ma volonté. Parce que c'est quoi notre rêve, nous? C'est de signer en maison de scud, frère.
Ceux qui disent, ouais, non, ouais, moi j'ai tout. Non, arrête de mentir, frérot. Ton rêve, c'était d'avoir un Planet Rap Skyrock et c'était de signer en maison de disque, de prendre un gros chèque, frère. Arrête tes conneries. Nous, on n'a pas eu le choix, on était les invités à éviter, frère. Alors au final, on a développé notre méthodologie. On a développé notre artisanat. On a développé nos techniques de marketing, notre façon de travailler. Au même titre que un mec, il prend un hélicoptère pour gravir l'Everest. Nous, frérot, on voulait le gravir, l'Everest. Mais mon gros, on avait quelques petites cordes, 3 bouts de ficelle, on avait quelques pieux, on est parti au charbon, mon gros. Et au final, toutes ces techniques marketing, tous ces apprentissages, à parler, jusqu'à un moment donné, je ne veux pas cracher dans la soupe, j'ai travaillé avec des multinationales, des labels, des grandes maisons de disques, toutes ces choses-là me servent aujourd'hui dans le développement de mon business. Parce qu'on reste toujours dans un même modèle économique, même modèle marketing, c'est toujours la même chose. Surtout aujourd'hui avec tout ce qui s'est enjoint dans le réseau social. Mais il y a toujours une chose de base qui restera, c'est le talent. Chef Hassan cuisine bien. Sinon, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais ces 25 piges dans la bouffe, à la prison, je faisais des bêtes de gamelles. À l'école, je me déchirais. Au taf, je me déchirais. Dans mes restaurants, moi, je me suis déchiré. Et je continue à me déchirer pour apprendre. Donc, en fait, et je te jure, même humainement, cet envers du décor qu'on parlait tout à l'heure, ça m'a éduqué. Tu vois, ça m'a éduqué et ça apprend à analyser une personne. Parce que quand tu te fais trahir par ton meilleur ami, par ton frérot, par celui avec qui tu as tout vécu, tu t'y attends pas. Ça fait mal. Mais je te jure que ça donne un 6e sens sentinelle, mon frérot, les traits, tu les sens. Tu les sens, mon frère. Parce que tu avais baissé la garde. Et au final, tu vois que c'est pas celui que tu pensais qui te l'a fait à l'envers. Donc, en vérité, c'est enrichissant, quoi qu'il arrive, en film. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une époque un peu chelou, où faut pas parler à tout le monde. Tu sais, c'est des trucs de ouf. Moi, j'ai entendu ces derniers temps, même des potes. Hein. Ouais, mais lui, tu devrais pas le calculer, lui, il est out, lui. Ça y est, lui, frère, que je m'en fous, moi, je suis humain, mon gros. Je m'en fous, moi, t'es connu, t'es pas connu, t'as réussi, t'as pas réussi, t'as de l'argent, t'as pas d'argent, frère. Je m'en fous, moi, on a à apprendre de tout le monde. Ce truc-là, sortez-le de votre tête, les frérots, parce que voilà, vous allez finir dans des dépressions, on va aller vous visiter à l'asile, ça continue. Surtout avec ce domaine de l'influence où les gens sont connus du jour au lendemain comme ça. Eh, la chute, elle est dure, frérot. Moi, je l'ai vécu, la chute, mon gros. Remonter la montagne, c'est dur si t'es pas bien accroché. Et oublie pas de tirer le parachute parce que tu vas t'écraser, mon frère. Mais aujourd'hui, voilà, je suis un mec qui est entier. J'ai trouvé une paix intérieure. Alhamdoulilah.